bonsoir à tous. Alors, je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir et de pouvoir réfléchir avec vous dans ce cycle du RIFT sur les sujets qui, cette conférence a été finalement repoussée plusieurs fois du fait du premier confinement, du deuxième confinement, enfin bref. Et en même temps, je suis très triste de ne pas être avec vous. Et c'est un peu le cœur de mon sujet de ce soir. Je suis là, mais je ne suis pas là. Voilà, donc effectivement, comme l'a dit Nathalie, on va essayer finalement de tirer le son un peu de ce qu'on a vécu depuis le début de cette crise sanitaire. Vous imaginez bien qu'il est impossible pour moi de faire la conférence que j'avais prévue il y a un an, je crois que c'était quasiment il y a un an, parce qu'effectivement, je ne peux pas ne pas parler de ce qui est en train de se vivre en ce moment pour la fonction RH, du fait de tout ce qui se passe autour de la crise de la Covid, le Covid, enfin voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est un peu faire de manière très synthétique et en choisissant quelques éléments, parce qu'on pourrait en prendre bien d'autres, essayer de nous demander comment la fonction RH, finalement, est transformée presque sous nos yeux et à une vitesse incroyable du fait de cette crise, et comment, du coup, elle amène des questions nouvelles qui, pour moi, ont un impact, ou en tout cas vont impacter la manière dont on peut penser les questions d'apprentissage dans les organisations. Je précise, comme je le fais toujours, mais je crois que c'est important, que mes connaissances sont quand même extrêmement limitées, puisque moi, je ne peux vous parler que de ce qui se passe dans les grandes entreprises et quand même en grande majorité en France. Donc évidemment, voilà, je ne prenais pas mes propos comme des vérités générales, d'ailleurs ça n'existe pas, mais vraiment plus comme le fruit de l'expérience que j'ai pu effectivement vivre ces dernières années dans les grandes entreprises françaises. Alors, le premier point, et il a d'ailleurs été cité évidemment par Nathalie, c'est bien sûr la question du télétravail et du travail à distance, qui me semble être un fait majeur pour la fonction RH. Voilà, de manière un peu rapide, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce télétravail? Comme les autres éléments que je vais citer, rien n'est vraiment nouveau. Comme tout ce dont je vais parler, je pense que cette crise a eu un effet d'accélérateur sur des choses qui étaient là, qui étaient sous-jacentes, qui étaient prêtes, qui étaient disponibles, mais qui étaient relativement marginales. Ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, c'est une accélération qui, du coup, a amené des transformations, à mon avis, sur lesquelles on ne reviendra pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, et que du coup, on a tous intérêt, autant que nous sommes, à nous interroger sur ce que sera la fonction RH dans les années à venir, sur la base de ce que nous vivons en ce moment. Le télétravail, pour moi, on pourrait en dire des tas de choses, mais il y a différents éléments que je trouve intéressants. D'abord, ça a amené une centration sur l'activité plus que sur les fonctions, le statut, les rôles officiels. Quand on télétravaille, on n'a pas le temps, enfin on n'a pas le temps, on est beaucoup plus focus, on est beaucoup plus focalisé sur l'activité qu'on est en train de traiter. Et ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui me semble assez intéressant. Deuxième exemple, je crois que le télétravail a posé des questions absolument cruciales sur les rythmes de travail, sur les charges de travail et sur les surcharges et sur les sous-charges, et de manière aiguë. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a très bien vu, on s'est retrouvé avec des gens complètement épuisés parce que j'ai vu des exemples autour de moi de 14 heures de Zoom par jour, enfin des trucs de folie dont on ne peut pas sortir indemne. Et puis à côté de ça, des gens qui tout d'un coup, parce que leur activité, j'y reviens, a été peut-être un peu différente, avec des sensations de sous-charge à certains moments, donc des vrais bouleversements dans la relation au travail du point de vue des rythmes et des charges. Troisième élément qui a été alors, pour le coup beaucoup souligné, c'est la question des collectifs. Les collectifs dans le travail à distance, évidemment, il a fallu complètement les réinventer avec des phénomènes. Alors, certains collectifs ont été complètement tronqués, d'autres au contraire, ont pris une importance qu'ils n'avaient pas du tout avant. Avec un phénomène de moi, ce que j'appelle toujours une mise en visibilité étrange. C'est curieux, quoi, ce qu'on a tous vécu, à se voir ou à ne pas se voir, de manière complètement différente de ce qui se passe dans la vie concrète.
on est visible, enfin, le rapport visuel, sensoriel, le rapport justement à cette mise en visibilité dans des collectifs, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout avec cette acuité. Et là aussi, je pense que ça a un impact sur la façon dont on travaille ensemble, hein. Le ensemble vraiment a été balayé. Et du coup, ça a évidemment interrogé des tas de choses du côté du management. Un management qui n'était pas spécialement préparé à gérer tout ça, qui a dû s'adapter, qui a dû animer, repenser justement les dynamiques collectives, repenser l'organisation du travail, à la fois individuellement et collectivement. Euh, un management qui a dû retravailler sur les conditions pour que le travail marche, hein. Donc voilà. Donc, du coup, voilà, des choses quand même assez profondes. Et en conséquence, j'ai envie de dire, pour la fonction RH, ça a été à la fois la nécessité de laisser des marges de manœuvre pour tout ce qui devait s'inventer au niveau du local, au niveau des micro-collectifs, essayer de repenser le rôle de la règle ou des règles dans sa relation avec le management et l'organisation du travail, donc quand même une remise en cause. Ça a été aussi évidemment la grande question des lieux. Ça, bon, il y a déjà eu une conférence là-dessus, donc je n'assiste pas, mais c'est quand même des interrogations majeures qui étaient déjà là du fait du digital, hein, ces sujets-là. C'est ce que je disais au début, et ils ne sont pas tombés dessus complètement. Mais voilà, la question des tiers-lieux, la question des aménagements des espaces, la question de faut-il des espaces, la question du point de vue de la relation au travail entre si travailler, ça n'est plus aller au bureau ou à l'atelier ou à la boutique, mais c'est en même temps sortir de chez soi parce qu'on ne va pas rester chez soi éternellement. Enfin, c'est quoi ces espaces dont j'ai besoin pour me sentir bien individuellement et collectivement dans ma relation au travail? Là, la fonction RH, elle est vraiment interrogée et elle a vraiment amené une réflexion, bien sûr, avec le management et les questions d'organisation du travail, mais oui, voilà, il va quand même falloir inventer un certain nombre de choses. Et on voit bien que le modèle que je vais appeler très rapidement du digital, hein, ces espaces repensés, sympas, espaces de coworking, enfin tout ce qu'on avait commencé à travailler dans les années précédentes, même, enfin, ça, c'est aussi remis en question, hein. Donc on ne peut pas dire c'est la preuve que l'espace digital tel qu'on le pensait avant était la solution qui maintenant va s'imposer. Il va falloir vraiment reprendre ce sujet, je crois, de manière différente. Et puis, dernier point, toujours dans ce chapitre du télétravail, je crois que la fonction RH, elle est confrontée à des questions majeures, là aussi, qui étaient sous-estimées avant, même si elles ont toujours été là, qui étaient des questions autour des inégalités face à ces modes de travail. Et ces inégalités, bon, alors on en a beaucoup parlé, donc je n'y reviens pas, mais là, elles ont vraiment été criantes. Enfin, je veux dire, c'était pas plus possible de ne pas les voir entre les questions de la nature de l'activité, les questions des espaces de travail, des espaces de travail individuels, de ce que ça a comme impact sur la vie privée. Enfin, on a vraiment vu exploser des inégalités dans les situations de travail individuelles du fait du télétravail et du travail à distance. Et ça, tout ça, dans un contexte, on vient de le vivre, on le vit en ce moment, où les technologies ont pris une place absolument inédite, hein. Encore une fois, je reprends ce thème qui n'était pas un thème nouveau. Enfin, voilà, on a beaucoup parlé du digital depuis une dizaine d'années, mais tout d'un coup, ça s'est imposé à nous tous. Et là aussi, la fonction RH, elle a quand même dû réfléchir à comment elle pouvait essayer de jouer un rôle pour que le travail se saisisse de ça, mais les individus aussi. Donc ça, c'est un premier sujet, moi, que je trouve très intéressant parce que ça va interroger à la fois l'organisation du travail, le rôle de la fonction RH, la place des technologies, le management, la question des collectifs et de l'environnement individuel de chacun avec ses risques de surcharge ou de surcharge. Donc des tas de sujets qui finalement étaient peu ou pas vraiment traités dans la période précédente, alors ça dépend desquels, mais quand même, et avec par exemple, je trouve une question qui là aussi est une question ancienne, mais qui a été remobilisée autour du management,
qui est celle de qui manage les managers, c'est-à-dire qui dans cette histoire aide les managers à prendre en main un moment de crise comme celui-là. On a beaucoup dit, bah, c'est au manager de faire que les collectifs, bah, c'est au manager de veiller à ce que les gens ne soient pas trop fatigués, ne soient pas en burn-out, ne soient pas ci, soient pas ça. Et la fonction RH va être à leur côté de ces fameux managers, mais on ne s'est pas assez, à mon sens, interrogé sur et ces managers, comment on s'en occupe. Et comment, dans cette période de crise, on est en soutien, mais quelle est la nature de ce soutien dans une relation, encore une fois, à distance, qui fait que on n'a pas tout à fait les mêmes relations que ce qu'on a habituellement. Ça, c'est donc le premier sujet où, vous voyez, pour moi, on n'a pas fini de tirer les conséquences et l'impact sur la fonction RH. Le deuxième sujet, c'est que cette crise, pour moi, a amené un positionnement de la fonction RH avec une approche, enfin, comment dire, un rôle beaucoup plus social, voire sociétal, avec un accent très fort autour de ce qui va être les dimensions de santé, de sécurité au travail, vu d'une autre manière que ce qu'on peut voir quand on parle de sécurité au sens classique. Tous les sujets de charge mentale, d'isolement, enfin toutes ces dimensions-là. Alors on a peut-être un peu moins parlé de burn-out, alors que c'était en tout cas en France un très très gros sujet dans la période juste avant. Mais là aussi, c'est quand même, il est devenu évident dans cette phase que c'est à la fonction RH de jouer ce rôle autour du care, autour de l'attention à la santé et aux équilibres psychologiques et physiques de chacun. Et je pense vraiment que la fonction RH a pris ce sujet à bras-le-corps. Moi, je trouve que là, on a eu un effet de revalorisation de la fonction très nette, hein, en tout cas dans les grandes entreprises, et qu'on a pu restaurer ou affirmer que cette fonction n'était pas qu'une fonction gestionnaire. Elle n'est pas seulement là pour voilà, mettre en place des processus de gestion, recrutement, évaluation, entretien annuel, etc., mobilité. Mais elle est aussi là pour faire en sorte que le corps social et chacun des salariés soit pris en compte dans sa dimension, j'ai envie de dire, complète. Et on avait besoin, je pense, hein, que la fonction RH soit repositionnée là-dessus. Alors peut-être que je suis trop optimiste, mais il me semble que c'est devenu évident pour tout le monde que cette fonction a assumé, et c'était très difficile dans certaines entreprises, hein, parce qu'on n'était pas forcément, j'ai envie de dire, outillé par les expériences précédentes. Hein. Et la fonction a été sur le pont, très mobilisée. Elle sort d'ailleurs de tout ça, à mon avis, assez fatiguée. Enfin, elle sort. On n'est pas sorti, malheureusement, mais bon. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je crois que la fonction RH, elle est considérée par l'ensemble des collaborateurs, à la fois comme évidemment ceux qui vont donner des règles de gestion, mais aussi comme ceux qui prennent soin, hein, qui prennent soin à la fois du corps social et des individus. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qu'on ne perdra pas. Ça fait des années, des décennies qu'on parle de la responsabilité sociale des entreprises et du rôle de la fonction RH sur ce champ-là. Là, on a vu quoi. On a pu constater qu'il y avait un sujet et que ce sujet, il fallait qu'il soit traité par les organisations et par la fonction et pas par l'extérieur. Le dernier point, Nathalie, tu me dis si je dépasse mon temps ou ça va encore? Le dernier point, c'est tout le sujet du digital et alors moi j'ajouterais plus que digital de l'intelligence artificielle. Là aussi, vous voyez bien que c'est un sujet qui était déjà là depuis plusieurs années. Hein, on en parle énormément, peut-être même trop. En tout cas, là, ce qui est clair, c'est que cette dimension digitale et comment dire, la volonté d'aller plus loin que le numérique, que les outils, que nos outils j'ai envie de dire, de vie quotidienne, mais de s'interroger vraiment sur le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans les organisations, dans la fonction RH, hein, donc bien précisément. Là aussi a été, à mon avis, boosté par cette crise
parce que justement, du coup, comme on repose des questions d'organisation du travail et de ce que peut faire ou de ce qu'on peut faire justement dans des circonstances comme ça, il est, il est apparu de manière assez évidente dans pas mal de grandes entreprises qu'il fallait investir sur la question de l'IA et qu'il fallait aller plus loin dans ce qu'on peut mettre en place de ce point de vue-là. Alors, l'IA, pourquoi est-ce que je distingue les choses? C'est que là, on est vraiment sur la question de l'automatisation d'un certain nombre de process. On est vraiment sur cette idée que le traitement et l'accès aux data va permettre de penser des processus de manière différente. J'utilise le terme d'IA, je mets plein de guillemets, parce que dans la plupart des cas, il y a beaucoup moins d'intelligence que de traitement de grandes masses de données. Donc, on n'est pas forcément sur des modèles si intelligents que ça, et le fameux deep learning et tous ces sujets dont on parle beaucoup. Bon, je pense que concrètement, ils ne sont pas forcément encore là, mais en revanche, les questions et les sujets qui vont venir avec cette question de l'IA, je trouve que c'est monté à la surface et on est peut-être un peu moins en train de dire on va acheter le dernier outil IA pour recruter, pour gérer la mobilité, pour gérer les carrières, pour évidemment recruter. Et je trouve qu'il y a une réflexion plus solide qui est en train de sortir dans les grands groupes, un peu moins, vous voyez, miroir aux alouettes et un peu plus qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On sait qu'on en a besoin. Est-ce qu'on va vers comment on développe les chatbots et jusqu'où, les robots anthropomorphes, jusqu'où on va aller? Comment finalement on va travailler avec ces outils et comment on va penser la relation salarié IA, hein, l'interface, les interfaces de demain, il faut les penser et ne pas forcément se laisser imposer tout ça. Et du coup, moi, je vois trois questions qui sortent autour de ça, qui sont des questions, je trouve, qui s'adressent à la fonction RH aussi. C'est la question de la qualité des datas. On n'aura pas d'intelligence artificielle si on n'a pas une très grande qualité des données. Et cette question de quelles données et comment on les a et comment on respecte la vie privée, comment on est dans un contexte de sécurité informatique, je pense que là, c'est le moment de vraiment tous nous réveiller là-dessus. C'est deuxièmement la question de comment est-ce qu'on donne les moyens à la fonction RH d'être dans une posture critique qui permet de comprendre ce qu'on est en train de faire avec cette fameuse intelligence artificielle et de ne pas simplement se soumettre au discours scientifico, qui fait qu'on ne pense plus. Ah bah oui, mais c'est l'IA, vous savez, comme maintenant aujourd'hui les neurosciences, quoi. Ah bah, c'est des neurosciences, donc tout le monde arrête de penser et on dit, ah, alors si c'est les neurosciences et c'est l'IA, alors forcément c'est fantastique. Voilà. Et comment la fonction RH, on l'arme, on lui donne les moyens de dire, mais derrière ce que vous me racontez, il y a aussi des choix, il y a aussi des options, il y a aussi des hypothèses, et j'ai besoin de les discuter. Et puis la troisième question, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de maturité digitale des organisations, des entreprises. Et voilà, moi je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être creusé, qui mérite voilà, qu'on comprenne bien ce qu'on dit quand on dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui est voilà, à un niveau de maturité digitale? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des outils partout? Est-ce que ça veut dire que les gens sont capables de penser leur relation à ces objets? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une fonction RH qui est capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait avec tout ça? En tout cas, voilà, je trouve que cette crise, si vous voulez, du fait de la place qu'elle a donnée aux outils, aux technologies et de la soif qu'on a dans les entreprises d'aller encore un cran plus loin et de passer du digital à l'IA, donne aussi des opportunités de réflexion sur tous ces points-là. Donc voilà, en gros, les trois thèmes, hein, télétravail et management à distance, un rôle qui est différent d'une fonction strictement gestionnaire, et puis la question des technos, qui évidemment est de loin une question qui n'a pas fini d'être traitée, et sur laquelle, j'espère, il y a une attention plus grande de la responsabilité de la fonction RH là-dessus. Bien, merci pour ce premier volet d'apport et de réflexion. Il y a peut-être déjà dans l'audience certaines questions qui émergent.
N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser directement. Je n'ai rien repéré dans le chat, donc allons-y, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez aussi lever la main si vous préférez. Sinon, de mon côté, j'ai peut-être aussi une question à poser à ton œil d'observatrice, Sandra. On voyait déjà avant cette crise du Covid une tendance lourde quand même dans les fonctions ressources humaines qui, pendant longtemps, ont mis en place toute une série de pratiques pour faire ce qu'on appelait, pour soutenir ce qu'on appelait le développement en interne des ressources humaines, des pratiques de gestion des carrières, des pratiques de formation, des pratiques de promotion des individus, d'évaluation et de gestion des compétences, etc. etc. Et puis, déjà avant la crise, on voyait une tendance forte à aller vers ce qu'on appelait le marketing RH, hein, ou des RH qui cherchent de plus en plus à acquérir sur le marché du travail des ressources toutes prêtes à l'emploi, voire une tendance forte aussi à externaliser davantage les emplois, avec, je dirais peut-être des derniers verrous qui tenaient encore, qui étaient ceux justement du collectif, de l'adhésion à la mission, de la réticence aussi et des questions qu'on se posait sur la capacité de travailler à distance. Est-ce qu'avec cette généralisation du télétravail, cette omniprésence des outils digitaux là, qui ont envahi le monde du travail en si peu de temps, est-ce qu'à partir de là, on peut s'attendre à une accélération encore de ce mouvement-là vers l'outsourcing, où justement, on va peut-être redécouvrir les vertus d'une RH plus traditionnelle qui est là pour assurer la cohésion sociale, le lien social, réinternaliser les emplois. On va être aussi dans une phase de grande turbulence économique où les entreprises sont face à des choix difficiles. Mais bon, alors, moi, la vision que j'ai de la fonction RH, c'est qu'elle est quand même par nature alignée sur la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va avoir, au sens premier, une action stratégique. C'est d'ailleurs tout un débat. Hein. Quand on parle de la fonction RH comme fonction stratégique, moi, j'ai toujours été prudente avec ça. La fonction RH, elle est là pour mettre en marche, pour mettre en œuvre une stratégie d'entreprise, tout en jouant un rôle de contre-pouvoir dans le meilleur des cas. Je dis bien dans le meilleur des cas. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que les questions que tu soulèves, qui sont vraiment de vraies questions, elles vont se traiter ailleurs, dans une stratégie d'entreprise qui va plus être sur de l'externalisation ou au contraire de l'internalisation, sachant qu'en ce moment, la tendance est malheureusement plutôt sur des plans sociaux, des plans de départ volontaires. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on voit en ce moment très concrètement. Et que les entreprises qui disent voilà, je garde les gens, il y en a quand même de moins en moins en ce moment. En revanche, ce qu'on voit en même temps, c'est un soin extrême autour de ce qu'on appelle les compétences critiques. Hein, voilà, donc on est vraiment, je trouve, dans des stratégies de premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, avec un premier cercle hyper choyé, où alors là, on a droit à toutes les attentions du monde, où on te gère ça aux petits oignons avant même qu'on ait pris contact, enfin, etc., etc. Un deuxième cercle qui va servir un peu de matelas, c'est-à-dire que quand tout va bien, on les garde, on les gère pour préparer aussi le futur des compétences critiques. Puis un troisième cercle externalisé. Toute la question, c'est ce deuxième cercle, hein, et qui, là, pour le coup, joue un peu un rôle d'amortisseur en ce moment, avec des politiques qui sont plutôt, on les externe. Mettez-vous tous en travailleurs indépendants, devenez tous freelance et autres, et puis on vous promet des contrats et des choses, et voilà. Donc, bon, moi, j'ai une vision un peu pessimiste, non pas à cause ou parce que la fonction RH est là-dessus, mais bien parce que les stratégies d'entreprise en ce moment, elles sont quand même tendues et voilà, pas très tournées vers l'intégration. Je vois deux questions apparaître dans le chat qui toutes les deux gravitent autour de cette question de cette fonction sociale des RH que la crise met en évidence. La première tourne autour de la question de la fracture numérique, en particulier dans les entreprises internationales. Hein, finalement, on voit que des compétences, peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui la littératie numérique, hein,
qui étaient moins saillantes avant deviennent aujourd'hui des compétences critiques en termes de facteurs d'inégalité. Si je lis bien la question, c'est comment peut-on faire, que peut faire l'entreprise pour réduire cette fracture numérique? La question de la langue devient critique en termes d'apprentissage. Et puis une deuxième question aussi sur la dimension sociale de la fonction RH tourne autour de cette question du care, hein. Comment évoquer ce rôle du care auprès de certains RH? On a là finalement un mot nouveau, on peut dire, qui fait son entrée dans le jargon des RH, hein. Comment certains RH qui se perçoivent comme gestionnaires administratifs peuvent évoluer vers ce rôle-là? Comment les amener à oser aller sur le terrain au-delà du thème des risques psychosociaux? Alors, je vais commencer par la deuxième question parce que je pense que, enfin, c'est ça que j'essayais de montrer, peut-être en me trompant, hein, c'est évidemment, c'est mon interprétation. J'ai l'impression que la crise, a montré qu'on avait besoin que la fonction RH remplisse cette fonction, de manière très concrète. Quand il a fallu, enfin là, ces jours-ci, c'est pas fini du tout, mais c'était particulièrement visible pendant le premier confinement, en tout cas en France, quand il a fallu rassurer les gens, organiser, aider les managers à faire justement leur boulot autrement, euh, savoir comment concrètement dans la vie familiale on allait permettre ce... La fonction RH a été interpellée, mais très très fortement. Et donc, j'ai l'impression que là, il y a eu une demande à la fois, évidemment, de l'entreprise, mais quelque part, c'est pour ça que j'ai évoqué cette fonction de responsabilité sociétale, c'est que la fonction RH, elle a été au front. Alors, je prends tout le vocabulaire auquel on a eu le droit avec cette crise, ce combat, cette guerre, aller au front, enfin voilà. Elle a été dans cet engagement-là, hein, qui évidemment est un engagement qui dépasse largement, enfin, qui dépasse, je ne sais pas si je peux dire qui dépasse, en tout cas qui n'est pas similaire à un engagement gestionnaire. C'était pas seulement filez-nous les bons codes pour qu'on puisse se connecter, c'était mais allô, parlez-moi, racontez-moi comment je vais m'en sortir, dites-moi comment, voilà. Donc ça nous est un peu arrivé comme une demande, et comme la fonction RH a dans l'ensemble répondu présent, du coup je trouve que c'est devenu un peu une évidence qui n'était pas du tout le cas avant, parce que la fameuse RSE, on en parlait, mais enfin concrètement, de temps en temps, on disait c'est un peu du marketing et c'est un peu de la com, quoi. Là, on a vraiment vu quelque chose d'autre. Moi, je suis assez optimiste sur le fait de dire, bah, vous avez bien vu, pendant cette crise, c'est ça qui s'est passé. Sur le sujet des inégalités numériques, énorme sujet, énorme sujet. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup dans la société aujourd'hui, c'est effectivement ceux qui peuvent télétravailler et les autres. Et là, enfin, tout d'un coup, il y a des choses qui apparaissent, mais de manière tellement violente, tellement forte dans la société, hein. Voilà, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, c'est quand même les métiers les plus durs, ceux qui sont les moins payés, ceux qui sont... Et on en rajoute une couche en termes de prise de risque. Enfin, c'est un peu gros, c'est un gros trait, hein, ce que je dis, parce qu'il y a des tas de cas particuliers. Donc ça, c'est une première inégalité, enfin une ligne de rupture numérique, hein. C'est déjà une première inégalité. La deuxième, c'est effectivement ceux qui sont à l'aise et ceux qui ne sont pas à l'aise dans le télétravail, avec les outils de télétravail. Et là, pour moi, la question, elle est surtout de dire, on se la pose un peu tard, la question. Ça fait quand même des années que les entreprises auraient dû, c'était de leur responsabilité, de veiller à ce qu'effectivement, il n'y ait pas un seul collaborateur dans les boîtes qui soit, j'ai envie de dire, abandonné du côté du digital. Et là, on voit vraiment des entreprises qui ont fait le boulot et d'autres qui ne l'ont pas fait, hein. Et là, pendant la crise, c'est trop tard. Alors, on va travailler, on va courir derrière pour essayer d'expliquer aux gens comment on clique et comment, des choses qui paraissent évidentes à plein d'autres, mais qui ne le sont pas du tout pour un certain nombre de personnes. Et là, on voit vraiment les boîtes qui avaient fait le boulot et celles qui ne l'avaient pas fait. Bon, donc, ça Avant, fait mal, hein, quelquefois. Avant de te laisser poursuivre, une troisième question qui est aussi en lien avec cette question de la fonction sociale des RH. Hein. Je la lis, elle vient de Pierre-Yves. Quid de l'aspect social lié à la santé mentale? Vous pensez par exemple aux compétences émotionnelles ou quoi d'autre encore? Avec quelle visée? Que Quid ferait... de, j'ai pas entendu, quid
quid de l'aspect social lié à la santé mentale? Peut-être Ah, que ok. vous pouvez expliquer. Ouais. Et notamment, Alors, que penser du rôle des compétences émotionnelles ou quoi d'autre encore, avec quelle visée, comment, si je comprends bien la question et Pierre-Yves pourra intervenir, c'est finalement comment gérer au mieux, enfin préserver la santé mentale des collaborateurs dans ce oui, temps alors, de risque pour le moment. Ouais. j'ai deux choses. D'abord, santé mentale, je vais y revenir, c'est un sujet qui alors, explose absolument littéralement partout et, enfin, j'y reviendrai. Moi, je ne le lie pas à la question des compétences émotionnelles. Si je peux me permettre, je voudrais séparer les sujets. Je trouve que parler de compétences émotionnelles, c'est un autre registre que de parler de santé mentale. Bon, ça pourrait être tout un débat, une discussion, mais je trouve qu'on n'est pas sur des choses de même nature quand on utilise ces mots-là. Le sujet de la santé mentale est un sujet, ben ça vous le savez tous, qui a littéralement explosé, pas seulement dans les entreprises, hein, puisque les publics étudiants, on a un énorme sujet aussi autour de ça. Là aussi, c'est toujours un peu énervant. Il y a eu une étude qui est sortie il y a 7 ans qui disait on va vers du 30% de la population concernée par les questions de santé mentale. Ça fait des années qu'on sait qu'il faut qu'on s'en occupe. On est complètement sous-équipé, pas formé. Et évidemment que là encore, la crise sanitaire a complètement fait sortir ce sujet-là dans la société et donc dans les entreprises. Hein. Enfin, je veux dire, là-dessus, on n'est pas isolé de la société. Voilà. Et on est une fois de plus avec une absence d'anticipation, avec une absence de prise en compte de ces sujets-là. Peut-être aussi parce qu'on s'est trop focalisé sur les RPS, le burn-out, et que voilà, peut-être qu'on a trop particularisé dans les entreprises ces questions-là autour des risques psychosociaux vus. Et du coup, on a un peu dit, ben, on a traité le sujet parce qu'on s'est occupé des burn-out et des RPS. Mais c'est un sujet bien plus large, c'est un sujet qui ne cesse de monter, on le sait depuis longtemps. Et là, je trouve que vraiment, il y a un effet aussi avec la crise de projecteurs très, très fort sur ces questions. En tout cas, en France, on est sous-équipé, que ce soit dans la fonction RH, que ce soit dans les universités, que ce soit à l'école, pour traiter de ces questions-là de manière juste normale, j'ai envie de dire. Donc, merci de la question parce que je crois que voilà, il y a un gros sujet là-dessus. Hélas. Parfait. Je pense qu'on peut continuer le propos maintenant en explorant aussi le deuxième, le deuxième volet de la question, c'est quel rôle pour la formation, quelle pratique d'apprentissage dans les entreprises avant la crise et puis avec cette crise du Covid qui vient transformer encore en profondeur nos façons de travailler. Alors, je vais suivre mon fil sur la crise. Je vais commencer par dire qu'effectivement, face à tout ce qui se passe là, on a remis en lumière l'importance de penser finalement la formation également sur des questions justement de société, de comportement, de santé, des questions que je vais appeler sociales, et avec des sujets très important hein, sur comment est-ce que les acteurs de la formation peuvent se saisir de thèmes comme l'égalité homme-femme, la mixité, la lutte contre les discriminations, la santé mentale, la qualité de vie au travail. Enfin, vous voyez, des tas de sujets finalement qui sont des sujets, à mon avis, complexes à traiter d'un point de vue pédagogique. Hein. On ne peut pas traiter ça comme comment j'apprends à un maçon à faire son mur. Et très bien, et c'est super que là encore, comme je le disais pour la fonction RH, et en fait du même coup, il y a une interpellation auprès des fonctions de formation pour dire mais ça aussi, il faut vous en occuper. Vous n'êtes pas là que pour faire des programmes de formation avec des modules et sur des choses, des métiers, des savoir-faire techniques et autres. Ce n'est pas non plus du comportemental au sens où on l'a fait pendant des années autour du management. C'est encore une troisième dimension qui a plus à voir avec finalement des problématiques sociétales, et ça va de l'écologie, parce que ça aussi, il va falloir le reprendre, ce sujet, et savoir comment on va développer des prises de conscience, des comportements. Voilà. Donc, première conséquence directement liée à ce que je disais tout à l'heure,
la fonction formation, elle fait partie de la fonction RH et elle est elle aussi interpellée sur comment on fait pour développer des postures différentes, des regards différents, des attitudes professionnelles par rapport à des sujets qui sont des sujets de société. Bon, premier point. Mais peut-être que je voudrais… Oula, pardon. Oulala, attendez. Interférence avec un autre. Le deuxième sujet, qui alors là, je constate depuis avant la crise, et c'est très intéressant de voir comment du coup, ça vient un peu en contrepoint de ce que je viens de dire. Moi, ce que je constate dans les grandes boîtes, c'est qu'il y a depuis quelques mois, presque, oui, même peut-être années, un retour au basique. Et quand je dis au basique, c'est un retour au métier. Voilà, il y a beaucoup de grandes entreprises qui disent on s'est occupé de plein de trucs dans la fonction formation, on a fait plein de machins, et finalement, on a perdu ce qui faisait notre compétence professionnelle un peu fondamentale. On ne maîtrise plus suffisamment les métiers. Les gens chez nous n'ont plus les savoir-faire dont on a besoin. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ces fameuses compétences critiques, qui sont souvent des compétences très techniques, hein, très techniques. Et donc, il y a dans beaucoup d'entreprises une volonté de retour aux basiques, aux fondamentaux, aux socles, pour être sûr qu'on va être capable de tenir le métier. Vous savez, il y a une expression de François Dupuis que j'aimais beaucoup là, dans un de ses bouquins, où il disait on a laissé filer le travail. Hein, on s'est occupé de plein d'autres trucs et on a laissé filer le travail. Et il y a adressé à la fonction formation une question autour de aidez-nous à nous assurer qu'on a bien chez nous des gens qui maîtrisent les basiques, les fondamentaux, qui savent travailler, qui savent bien travailler et qui ont les compétences qui sont le cœur finalement de notre activité. Alors, vous voyez, c'est complètement en tension ces deux sujets-là. Il y a le sujet du basique, des fondamentaux, du retour au métier, et puis il y a le sujet au contraire de thématiques qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire stratosphériques, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas qui s'éloignent hein, de la question de la compétence mise en œuvre. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant à regarder dans les entreprises en ce moment, et qui m'amène à un troisième constat, où là, je vais être tout à fait honnête, je manque totalement d'objectivité parce que je suis vraiment assez investie sur cette vision de l'évolution de la formation. C'est que en même temps, se pose la question du modèle pédagogique. Hein. Et j'espère, je souhaite, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas du tout objective, qu'on est en train de basculer d'un modèle pédagogique classique, un modèle de formation tel qu'on l'a vécu pendant des dizaines d'années, à un modèle que moi j'appelle plus un modèle de l'apprentissage. Alors l'apprentissage pas du tout au sens d'une mesure pour les jeunes, etc., mais bien passer des questions de qu'est-ce qui fait qu'un adulte apprend au travail, qu'est-ce qu'on peut construire autour de chacun et de tous comme environnement pour qu'effectivement il soit dans des postures, alors là j'ai parlé d'apprenance hein, au sens de Philippe Carré et au sens du labo dans lequel je suis quand même, et comment du coup on repense toutes les questions du métier de la formation. Si je le fais très très court, le thème c'est la formation demain, ça n'est pas quelque chose qu'on pense pour les autres, mais ce sont les gens eux-mêmes qui le pensent. Et nous, on est plutôt là pour accompagner et pour faire en sorte qu'on crée des contextes et des environnements favorables à des démarches d'apprentissage individuelles ou collectives. Du coup, tout ce que j'ai enseigné avec tant de bonheur à Genève, par exemple, ça tombe un peu à l'eau. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas là, nous, comme vous inquiétez pas, on va vous faire un truc super, vous allez être super heureux, vous allez vachement bien apprendre, on sait pour vous ce qu'il vous faut. Hein. Bien sûr, après vous avoir interrogé, après avoir tenu compte de vos particularités, etc. Mais quand même, c'est moi qui pense pour vous. Et on passe à un modèle qui est comment est-ce que j'accompagne un processus d'apprentissage que je ne maîtrise pas. Et où est la frontière? Enfin voilà, où est-ce qu'on, jusqu'où on intervient? Enfin, comment on fait dans tout ça? Ça, c'est des questions absolument passionnantes. Et je trouve que ça commence vraiment à surgir fortement dans les entreprises autour de l'autonomie des apprenants, autour des environnements capacitants, autour des postures d'apprenance,
Tous ces thèmes-là, ils bousculent la vision de… Il y a des ingénieurs pédagogiques qui savent comment il faut faire pour que les gens apprennent. Et ça remet en question des modèles qui sont quand même les modèles dominants. Je vous rassure, vous avez encore de beaux jours devant vous. Nous avons tous encore de beaux jours devant nous. Mais il y a quelque chose qui est mis en question. Et je pense là aussi que la crise a un effet accélérateur par rapport à ça, parce qu'énormément de gens se sont retrouvés chez eux en train de devoir apprendre. Et en gros, la mauvaise réponse qu'on a beaucoup vue en ce moment, pendant la crise, ça a été, écoutez, je vous balance des e-learning, donc c'est bon, j'ai fait mon boulot. Puisque je vous ai fait un bel e-learning, et puis je vous en ai fait 4 ou 10 ou 25 à la minute. Donc, moi, fonction de formation, je me suis adaptée à la distance, au télétravail, etc. Et dans les enquêtes, malheureusement pas assez nombreuses, qu'on essaye de mener là en ce moment, on se rend compte évidemment, ce n'est pas un scoop, que le sujet, il n'est pas sur le fait de balancer des ressources et des e-learning, aussi jolis soient-ils et aussi sympathiques soient-ils. Mais c'est bien dans comment le processus individuel d'apprentissage est mobilisé ou pas, et comment du coup les individus ont les moyens ou ont envie ou font le choix d'utiliser ces ressources ou d'autres à un moment donné. Et je pense que là, il y a un effet accélérateur. On sort quand même d'une période où on a quand même beaucoup dit que c'était le digital qui allait être le modèle de demain. Moi, j'ai toujours pensé que c'était très peu innovant, le digital, en termes de modèle pédagogique, je veux dire. Et donc là, on voit bien comment quelque chose d'autre est en train de venir, en tout cas comme interrogation posée à la fonction formation. Par rapport à ces questions-là, c'est vrai que moi, il y a une pratique, une modalité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années, qui est l'apprentissage en situation de travail. Il se trouve qu'en France, on a une loi depuis septembre 2018 qui reconnaît l'AST, l'apprentissage en situation de travail, comme une modalité de formation. Alors, bon, vous savez, chez nous, ça veut dire très concrètement qu'on peut avoir des fonds, on peut être financé, c'est officiel, enfin voilà, il y a toute une machinerie absolument énorme qui se met en place. Mais néanmoins, ça veut quand même dire que dans les entreprises, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'AFEST, Action de formation en situation de travail, qui est une modalité très spécifique sur laquelle moi je travaille beaucoup avec pas mal de grands groupes, également avec des publics de chômeurs, pour essayer de bien préciser ce que c'est que cette modalité. Alors, je sais pas, je suis désolée pour ceux qui connaissent par cœur, mais je vais peut-être prendre 3 minutes pour vous expliquer un peu ce que c'est, donc avec toutes mes excuses pour ceux qui… Bon. Alors, l'apprentissage, l'AFEST, l'apprentissage en situation de travail, ça n'est pas évidemment de la formation sur le tas, parce que ça, on n'avait pas besoin d'avoir une loi pour le faire. Ça n'est pas non plus du tutorat. Ça n'est pas non plus le fait de dire tiens, on va simuler l'action, on va reconstituer un milieu professionnel pour vous aider à apprendre. Ce n'est pas tout ça. C'est une modalité très précise qui consiste à dire à un apprenant motivé et volontaire sur quelles compétences voulez-vous progresser. OK, c'est celle-là. On va vous demander de vous auto-évaluer. On va demander à votre hiérarchique de vous évaluer. Et on va travailler strictement sur cette compétence. Et pour travailler sur cette compétence, il y a 2 ingrédients, même 3. Le premier, c'est que vous allez être en situation de travail réelle. Donc, on ne va pas aménager les choses. Évidemment, on les aménage quand il y a un risque ou quand il y a des conditions particulières. Mais dans l'ensemble, on essaye d'être dans la réalité de ce qu'est une situation de travail. Deuxièmement, vous allez être accompagné par ce qu'on appelle un accompagnateur pédagogique qui va vous observer et qui va ensuite vous permettre un temps de réflexivité sur ce que vous venez de faire. Et troisièmement, on est sur quelque chose de totalement individuel, c'est-à-dire que c'est votre compétence telle que vous voulez la développer dans votre contexte à vous. Et on ne sait pas si on va venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 10 fois c'est rare, mais en tout cas, on va complètement coller à votre rythme d'apprentissage, votre rythme et puis vos processus d'apprentissage. Et donc, l'accompagnateur pédagogique, qui n'est pas un tuteur, qui n'est pas un formateur, qui n'est pas quelqu'un qui va montrer, expliquer, corriger, donner une bonne note, évaluer, mais qui est vraiment centré sur des questions de réflexivité et voilà, sur un entretien qui va aider à la prise de conscience par l'apprenant de ce qu'il vient de faire dans ce contexte-là, qui est quelqu'un toujours de formé et si possible, en tout cas moi je me bats beaucoup pour ça, quelqu'un de l'entreprise. Donc, en fait, cet accompagnateur pédagogique, après une évaluation et après avoir ciblé 1 ou 2 compétences maximum, on n'est jamais sur l'entièreté d'un métier, on n'est jamais sur 43 trucs,
va venir observer, débriefer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un apprenant particulier, volontaire, sur une compétence particulière dans son contexte réel. Et à partir du moment où on aura constaté, quand je dis on, c'est à la fois l'apprenant, c'est d'abord l'apprenant et évidemment l'accompagnateur s'il en est d'accord, on va demander au hiérarchique de revenir, il a évalué en amont et il va évaluer en aval pour constater que la compétence a été acquise. Et au besoin, on passe à la compétence suivante. Donc on est vraiment dans un dispositif très individualisé, totalement en situation de travail, qui repose sur un mécanisme de prise de conscience, d'apprentissage, mais avec du volontariat, donc évidemment ça marche très bien, sur des temps courts, avec un argument majeur pour la hiérarchie, c'est qu'on ne sort pas les gens de la production, hein, sur une relation de confiance, puisque l'accompagnateur pédagogique ne rend jamais compte au hiérarchique, il est strictement dans la relation avec l'apprenant, et avec évidemment une organisation qui est très légère par rapport à ce que peut représenter une formation traditionnelle habituelle, avec des déplacements, avec tout ce qu'on peut dire. Donc, des tas de choses intéressantes, hein, vraiment dans la FEST. Alors après ça, je pourrais développer pendant des heures parce que ça ne marche pas dans tous les coups, parce qu'il bon, y a des tas de conditions de réussite qu'il faut respecter. Intéressant aussi de dire que la FEST, c'est un peu d'intérêt, enfin si ça marche aussi, mais on a vraiment intérêt à l'intégrer dans un parcours. Donc, il se passe des trucs avant, il se passe des trucs après. Donc, c'est pas, je ne suis pas en train de dire arrêtez tout et ne faites plus que de la FEST. On combine, on articule des moments de cette modalité avec d'autres modalités pédagogiques. Mais en tout cas, ça a des conséquences assez importantes sur la manière dont les gens se représentent ce qu'est la formation. Et ça, moi, je le vis puisque je viens de passer 2 ans dans un grand groupe du BTP, justement pour essayer de développer la FEST de manière un peu systématique, en tout cas d'expérimenter des choses. Et in fine, ce qui est très intéressant, c'est que les accompagnateurs pédagogiques, le monde de la formation et les hiérarchiques voient autrement ce qu'est un processus d'apprentissage. Tout d'un coup, ils lâchent sur l'idée qu'il y a des gens qui savent comment il faut former les autres gens et que si on veut former les gens, on n'a qu'à avoir des tuteurs et puis voilà, et des formateurs dans les centres de formation. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est extrêmement compliqué de faire bouger ces modèles pédagogiques. Ils sont culturels, ils sont sociétaux, ils sont ancrés en nous. Voilà, donc il faut passer, à mon avis, par des pratiques de ce type-là. On a la chance, nous, aujourd'hui, d'avoir une loi qui nous permet d'expérimenter un peu partout. Et c'est absolument passionnant, alors en particulier sur le rôle évidemment de l'accompagnateur pédagogique, parce que la première chose qu'on va vous dire quand vous parlez de la FEST, c'est ah mais on le fait déjà, ah mais ça nous on fait parce que nous on forme en faisant, nous on forme le travail, c'est ce qu'il y a de formateur, donc on le fait déjà. Et quand vous expliquez oui mais c'est pas tout à fait ça, voilà les conditions, voilà pourquoi, puis le volontariat, et puis c'est de l'auto-évaluation, et puis petit à petit il y a vraiment une autre manière de voir ce que c'est qu'un processus d'apprentissage. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si j'ai complètement exposé mon temps ou pas. Nathalie, tu m'as dit. Mais voilà, moi, sur la fonction formation, donc à la fois ce retour au basique, au métier, basique et métier. Hein, le métier, ce n'est pas forcément ce qui fait notre cœur de métier. À la fois, comment et quel est le rôle de la formation pour des sujets qui sont des thématiques, alors pour le coup, qui s'éloignent vraiment du champ professionnel strict. Et troisièmement, cette ouverture sur d'autres façons de penser le processus d'apprentissage.